Bonjour, bienvenue au sommet de la francophonie économique au Toronto Global Forum. Mon nom est Fatima Zadra et je serai votre maîtresse de cérémonie durant les 3 activités qui vont suivre. Donc, avant tout, ce seront les femmes au cœur de l'économie de demain, suivi par innover, se réinventer, et enfin, la francophonie économique et internationale. 3 sujets d'actualité qui vont nous permettre de réfléchir en ces temps où nous devons nous réinventer et réfléchir sur nos grandes questions de société. Je vais commencer en donnant la parole à M. Denis Laframboise et à Mme Catherine Tadros. Donc, je vais vous présenter les 2 personnes qui vont prendre la parole après moi. Donc, Mme Catherine Tadros, le 3 juillet dernier, le Conseil des ministres du gouvernement du Québec a procédé à la nomination de Mme Catherine Tadros, chef de poste du Bureau du Québec à Toronto. Mme Tadros occupait ce poste par intérim depuis le 11 avril, à la suite du départ à la retraite de Mme Nicole Lemieux. Depuis juillet 2016, Mme Tadros était directrice aux affaires économiques au Bureau du Québec. De 2011 à 2016, Mme Tadros a exercé les fonctions de directrice aux affaires économiques et à la délégation du Québec à Chicago, rattachée au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Au cours des 7 ans qui ont précédé, Mme Tadros a travaillé au ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, à titre de conseillère en affaires internationales, au pupitre France et Benelux, puis au pupitre Inde, ainsi que comme conseillère en développement technologique à la direction régionale de Montréal. Va également prendre la parole pour le mot d'introduction entre Mme Catherine Tadros et M. Denis Laframboise. M. Laframboise. Donc, M. Laframboise est un cadre supérieur bilingue, comptant plus de 40 ans d'expérience au sein du mouvement corporatif. Après avoir travaillé pendant 29 ans pour les caisses populaires de l'Ontario, il est devenu président et chef de la direction de Your Credit Union à Ottawa, poste qu'il a occupé jusqu'à sa retraite en octobre 2013. Il apporte avec lui de solides connaissances en leadership, en constitution d'équipe, en planification stratégique, en expansion des affaires, en restructuration organisationnelle. Pleinement engagé dans sa communauté, il a notamment présidé le conseil de la Fondation de l'hôpital Montfort, a siégé au conseil de l'hôpital Montfort, ainsi qu'au conseil de FICANEX, d'Hydro-Ottawa, de la Fédération des caisses populaires de l'Ontario et de nombreuses autres organisations au niveau provincial, régional et national. Je cède tout de suite la parole pour le premier mot d'introduction à M. Denis Laframboise. Merci Fatima. Chers participants, la Société économique de l'Ontario vous souhaite la bienvenue à cette première édition du sommet de la francophonie économique au sein du Toronto Global Forum. Cet événement est né d'une vision discutée entre les parties prenantes depuis fort longtemps. Nous avons réussi à en faire une réalité. Grâce à la collaboration du Toronto Global Forum, l'appui du Bureau du Québec à Toronto et le soutien du ministère des Affaires francophones de l'Ontario. La Société économique d'Ontario, au même titre que ses nombreux partenaires, œuvre à soutenir la francophonie en Ontario. Tous animés par le même objectif, nous collaborons ensemble pour renforcer la puissance et le rayonnement économique des communautés francophones et bilingues. Notre organisation fête cet automne les 20 années d'existence. Cet anniversaire nous a donné l'occasion de réfléchir sur nos impacts et notre mission. Il en ressort 2 mots-clés, collaboration et catalyseur. La CO se veut un créateur d'opportunités qui, dans chaque région de la province où elle œuvre, stimule le développement économique des communautés avec toutes les spécificités de ces endroits. Le deuxième mot-clé de notre travail est la collaboration. Comme le dit le dicton, tout seul, on va plus vite, et ensemble, on va plus loin. À la CO, nous sommes fiers de travailler main dans la main avec nos partenaires pour consolider la puissance économique de la francophonie ontarienne. Ces collaborations nous permettent d'être un support important à notre développement économique. J'ai le plaisir de partager avec vous que certains fruits de ces collaborations seront annoncés très prochainement et qui auront un impact majeur dans la façon dont les gens d'affaires contribueront positivement et significativement à faire évoluer les forces vives de l'économie francophone en Ontario. Notre travail dans la province ne doit pas nous faire oublier que la francophonie est présente dans tout le monde. C'est pourquoi, à notre société, nous sommes fiers de créer des liens à travers nos réseaux et avec toutes les provinces et territoires du Canada, mais aussi de développer une relation privilégiée avec nos amis du Québec. Nous nous devons de poursuivre aussi de créer de nouveaux partenaires avec toutes les économies francophones
à travers des projets internationaux, notamment avec l'OIF, l'IFDD, la France, la Belgique, Haïti et le Maroc. Au nom de la Société économique de l'Ontario, je tiens à remercier tous les parties prenantes qui ont rendu cet événement possible. Le Bureau du Québec à Toronto, le ministère des Affaires francophones d'Ontario, tous les distingués modérateurs et panélistes que nous avons hâte d'écouter. Je cède maintenant la parole à notre chère collaboratrice, Mme Catherine Tadros, chef de poste du Bureau du Québec à Toronto. Bonne journée à vous tous. Merci beaucoup, M. Laframboise. Donc, c'est maintenant à mon tour de saluer tous les participants et, au nom du gouvernement du Québec, vous souhaiter la bienvenue à ce sommet sur la francophonie économique, un événement qui s'annonce extrêmement riche en échanges et en informations. Pour le Bureau du Québec à Toronto, c'est en fait la deuxième fois que nous organisons un événement en français dans le cadre du Toronto Global Forum. L'an dernier, nous avions organisé un panel sur la francophonie économique dans le secteur des technologies avec la participation de plusieurs entrepreneurs et personnalités du Québec et de l'Ontario. Donc, c'est fort du succès de cette première édition que nous voulions continuer de développer ce type d'espace de discussion sur des sujets économiques organisés par et pour la francophonie canadienne et internationale. Cette année, grâce à un partenariat avec la Société économique de l'Ontario, l'événement est plus gros et encore plus ambitieux. Nous allons entendre 14 conférenciers d'envergure discuter de 3 thèmes importants, en commençant, comme l'a mentionné Fatima, par la place des femmes dans la sphère économique de demain, pour ensuite parler d'initiatives concrètes utilisées par différentes communautés pour relever les défis économiques actuels et terminer par un dialogue plus large sur l'importance que représente la communauté économique francophone au Canada et à l'échelle internationale. Nous remercions tous nos conférenciers d'avoir accepté cette invitation et de partager avec nous aujourd'hui leurs connaissances, leur expertise et leur passion pour ces sujets d'actualité. Évidemment, la pandémie actuelle et les défis économiques qui en découlent nous obligent toutes et tous à s'adapter, que ce soit au niveau professionnel ou encore personnel. C'est très dommage pour nous de ne pas pouvoir se voir en personne, mais nous avons voulu profiter de cette plateforme virtuelle pour, de un, inviter des conférenciers de différentes provinces et de différents pays, et de 2, rejoindre des participants provenant de partout au Canada et même au-delà au sein de la francophonie internationale. Les liens économiques entre nos régions sont substantiels et le seront d'autant plus importants durant les prochains mois dans un contexte de relance économique. Le gouvernement du Québec, grâce à un réseau de plus de 30 bureaux et délégations à l'extérieur de ses frontières, incluant le Bureau du Québec à Toronto, est très proactif dans le développement de liens économiques au sein de la francophonie. Que ce soit ses équipes au Maroc, à Paris, en Côte d'Ivoire ou à Moncton, le Québec est là pour créer des synergies, initier des partenariats et développer des réseaux économiques forts à travers cette grande communauté qu'est la francophonie. Pour terminer, j'aimerais remercier les équipes de la SEO, du Toronto Global Forum, du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, du ministère aux Affaires francophones de l'Ontario et bien entendu mes collègues du Bureau du Québec à Toronto pour votre contribution à la réalisation de cette activité. Merci beaucoup et bon sommet à toutes et à tous. Madame Tadros, Monsieur Laframboise, je vous remercie beaucoup pour ces beaux mots d'introduction. Alors, je suis sûre que nos participants ont hâte d'entendre le premier panel qui va maintenant commencer sur les femmes au cœur de l'économie de demain. Donc, je vais céder la parole à Madame Caroline Cozzi, que je vais d'abord vous présenter. Donc, Madame Caroline Cozzi est la fondatrice de la gouvernance au féminin. Cet organisme a pour objectif de soutenir les femmes dans leur développement de leadership, leur avancement de carrière et leur accession à des sièges dans des conseils d'administration. En 2017, Madame Cozzi a créé, avec le soutien pro bono de McKinsey et compagnie, la première certification parité en Amérique du Nord afin de réduire l'écart entre les genres au Canada et aux États-Unis. Ces accomplissements lui ont valu d'être nommé par Justin Trudeau sur le Comité national pour l'égalité des genres et par Valérie Plante sur le Comité d'affaires de la ville de Montréal. Récipiendaire de nombreux prix internationaux, dont celui du Comité des femmes des Nations Unies, elle a été hissée au
top des 100 femmes les plus influentes au Canada. Madame Caudy, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Fatima. Bonjour tout le monde. C'est un immense plaisir, un honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui, avec des panélistes d'exception que je vais vous présenter dans un instant. Mais pour un petit peu planter le sujet dont nous allons discuter aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler qu'en 2019, seulement la moitié des femmes en âge de travailler dans le monde occupent un emploi contre 80% des hommes, avec la pandémie que nous connaissons malheureusement. Les statistiques permettent de constater des inégalités salariales également. En moyenne, on parle de revenus d'emploi pour les femmes qui peuvent aller jusqu'à 25% de moins que ceux des hommes. Et au niveau mondial, eh bien, il n'y a que 6% de PDG et elles ne représentent également que 24% des professionnels dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques qui sont… Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les panélistes avec lesquels je vais avoir le bonheur de m'entretenir ce matin, en commençant par Madame Aurore Bell-Bebga, qui est entrepreneure en informatique. Madame Bell-Bebga est fondatrice et directrice générale de l'ICALO Éducation, une société d'éducation et de technologie qui propose des cours innovants pour l'enseignement des sciences, technologies, arts, mathématiques et génie dans les écoles. Actrice clé dans la transformation numérique de l'écosystème des startups et de la promotion pour l'égalité des sexes dans l'industrie technologique au Cameroun et en Afrique centrale, elle a fondé African Women in Tech Startups, un pôle technologique de premier plan à destination des femmes et des jeunes filles depuis 2016. Ensuite, nous avons Madame Sabine Soumar, qui est directrice du marketing et de la communication au Diversity Institute de l'Université Ryerson. Elle a auparavant travaillé comme consultante en engagement francophone pour le Women Entrepreneurship Knowledge Hub, un projet faisant partie de la stratégie pour les femmes entrepreneurs du gouvernement du Canada qui vise à accroître l'accès des femmes entrepreneurs au financement, au talent, au réseau et à l'expertise. Et finalement, Madame Chiara Corazza, elle est titulaire d'un doctorat de droit public. Madame Chiara Corazza est depuis 2017 directrice générale du Women's Forum for the Economy and the Society. Le Women's Forum encourage le leadership des femmes et des initiatives dans le monde entier. En 2018, Madame Corazza a été nommée par l'Élysée comme représentante française au sein du groupe de travail des femmes d'affaires leaders du G20. Puis, en 2019, à la suite du G7, Chiara Corazza a été chargée par le gouvernement français de fournir un plan d'action national pour favoriser l'attractivité des STEM pour les filles et les femmes et les préparer ainsi aux emplois de l'avenir. Alors, mesdames, bienvenue, merci d'être ici et nous allons commencer par un état des lieux. Alors, ma première question s'adresse à Chiara et à Sabine. Quelle est la situation des femmes dans le leadership politique? Chiara, vous voulez commencer? Bonjour Caroline, d'abord, je suis ravie de te revoir au moins à distance et puis je voudrais vraiment remercier Nicolas et Jules Rémillard de m'associer toujours aux travaux de ce formidable Toronto Global Forum où, comme vous savez, nous avons aussi organisé un meeting du Women's Forum en 2018, justement à la veille du G7, parce que nous sommes convaincus au Women's Forum que pour que les femmes soient vraiment au cœur de l'économie, il faut vraiment une ambition conjointe, une action conjointe du secteur public et du secteur privé. Et je crois que c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire à toute cette table, parce que tout seul, on ne peut pas y arriver. Et nous, effectivement, on a cette capacité au Women's Forum de porter la voix, la vision, la valeur ajoutée des femmes, pas simplement dans des secteurs qui concernent les femmes. Je vais revenir aux chiffres, Caroline, ne t'inquiète pas. Dans des secteurs où les femmes doivent apporter une contribution essentielle alors qu'elles sont souvent considérées victimes ou plus impactées que les hommes. Je pense à la lutte contre le changement climatique, je pense aux femmes dans les STEM, dans l'IA et dans les métiers du futur, je pense à la place des femmes logiquement dans l'économie, tout ce qui est l'accès au capital et l'empowerment féminin dans l'économie et bien entendu à la santé, encore plus au niveau de ce qui se passe dans la lumière du Covid. Et si vous voulez, tout notre engagement est de faire en sorte que dans ce monde en pleine transformation où 85% des emplois d'ici 20 ans, par contre, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont être, que les femmes soient là pour
créer ces emplois, pour les imaginer autant que les hommes et qui surtout soient là où elles peuvent avoir le pouvoir de transformer le monde. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il est important de connaître les chiffres pour pouvoir influencer à la fois les grands groupes qui font partie de notre tour de table, qui travaillent dans nos groupes de travail que nous appelons Daring Circle parce qu'on ose lancer des initiatives et chercher des solutions innovantes. Là, on peut faire avancer la cause des femmes, mais aussi, bien entendu, dans tout ce qui sont les métiers qui nous permettent d'avoir le leadership et transformer ce monde pour qu'il soit meilleur pour les hommes et pour les femmes en même temps. Alors, où est-ce que nous en sommes? Moi, je vais vous donner quelques chiffres qui m'interpellent. Vous connaissez tous le nombre de femmes dans les parlements, dans la gouvernance et dans les gouvernements. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que quand un général fait une guerre contre un ennemi à abattre, c'est quelqu'un de nous tous contre le changement climatique. Il prend toutes les troupes, il prend tous les talents, il prend toutes les ressources nécessaires parce qu'il veut gagner la bataille. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On laisse la moitié de la planète derrière, sans accès aux ressources, sans les mettre au tas des négociations, sans leur donner le pouvoir d'être là où ils peuvent vraiment changer les choses. Et là, en matière de climat, il y a des chiffres qui, moi, me font froid dans le dos. 6% des femmes ministres de l'Environnement. D'ailleurs, je remercie votre ministre de l'Environnement, Madame McKenna, qui est toujours des nôtres et qui a fait un formidable webinaire avec nous, avec le New York Times, où elle était couronnée de succès. Elle a été formidable, comme d'habitude. 6% des femmes, 5, 6, pas plus, au table des négociations. 25 maires, femmes, parmi les 300 plus grandes métropoles du monde. Moi, je ne dis pas que les femmes soient meilleures que les hommes. Ce n'est absolument pas le discours du Women's Forum. Je dis juste que si on se garantit pas d'avoir tous les talents, toute la différenciation, toute la façon de penser, comment voulez-vous qu'on conçoit des villes où on a tous envie de vivre? 60% de la population vit dans les villes. Ces villes sont conçues, pensées, imaginées, créées par des hommes. Donc, où sont les urbanistes femmes? Où sont les architectes femmes? Où sont les économistes femmes? Nous, on a envie d'avoir une ville qui nous correspond. Et c'est la même chose pour tous les métiers du futur. Regardez, les 10 métiers les plus demandés sont des métiers où les femmes sont absentes tout simplement parce que ça demande en 80% des compétences STEM. Et vous venez de rappeler qu'on n'a que 24% de femmes dans le monde actives dans les STEM. Donc, si on n'est pas là, si on n'a pas les mêmes opportunités, les mêmes atouts, les mêmes compétences d'expertise que les hommes, on ne pourra pas là être, on change de choses et on sera toujours à la traîne, on sera toujours dans encore 10 ans à se dire, mais oui, mais pourquoi on a décidé de donner en tout? Et là, on a une opportunité unique parce que, comme je le disais tout à l'heure, non seulement le monde se transforme très vite, mais le monde de demain, quand finalement cette recovery, cette relance, va exister, il faut que les femmes soient là comme les hommes, mais pas seulement pour bénéficier de la partie du gâteau, mais pour mettre les ingrédients dans le gâteau, pour le faire devenir le plus beau gâteau de la planète et pour qu'on puisse le distribuer de façon égale. Donc, il faut concevoir ces plans de relance ensemble pour que tout le monde puisse en bénéficier. Sinon, on fera les mêmes erreurs du futur et on ne peut pas se le permettre dans les conditions qui sont les nôtres. Donc, des chiffres, je peux vous en donner autant que vous voulez, mais c'est un cri d'alarme, se dire c'est le moment pour vraiment faire en sorte qu'on soit au cœur de cette transformation. Et si l'année dernière, effectivement, le gouvernement français, à l'issue du G7, m'a confié cette mission, c'est parce qu'en France, mais comme dans beaucoup d'autres pays, on est conscient que où on a vraiment besoin de attirer les filles et les femmes, c'est dans les métiers du futur. Il faut qu'elle soit là pour être dans la cybersécurité, il faut qu'elle soit là pour qu'elle soit dans les data computers, il faut qu'elle soit là où on peut faire cette transformation énergétique et lutter contre le climat, etc., etc. Et pour les attirer, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer quand elles ont 5 ans. Autrefois, les filles voulaient être nurse, elles voulaient être maîtresse d'école, elles voulaient soigner, elles voulaient transmettre. Maintenant, il faut leur expliquer que s'ils veulent transmettre, s'ils veulent soigner, s'ils veulent travailler, comme on dit en bon français, pardon pour les organisateurs de la francophonie, mais travailler for purpose, travailler pour avoir un impact social positif. C'est le cas de 72% des filles, elles veulent travailler pour un impact social positif. Eh bien, il faut leur dire qu'il faut qu'elles aient les mêmes codes que les hommes, qu'elles apprennent à être derrière les algorithmes, qu'elles apprennent à coder. La coder, c'est comme un langage dès qu'elles ont 5 ans. Et puis, quand elles ont 12 ans, et c'est elles qui décident quelle est leur carrière. Eh bien, quand elles ont 12 ans, il faut leur expliquer que, voilà, si elles veulent vraiment faire une carrière qui soit utile pour la société et pour elles-mêmes, et il y a
1 million d'emplois disponibles en Europe dans le numérique, 1,4 million aux États-Unis. C'est des emplois bien payés qui donnent une indépendance financière et qui surtout permettent de faire avancer les choses. Mais il faut leur dire, ils ne peuvent pas le savoir. D'un côté, vous avez les sciences humaines et de l'autre côté, vous avez l'humanité et tout ça, et de l'autre côté, vous avez les sciences dures. Donc, si vous n'expliquez pas tout ça, et puis tout au long de la vie, on commence à l'école, mais on finit dans les boards. Quand on rentre à l'université, moi, je suis tout à fait pour des quotas non écrits. Je sais qu'au Canada, le mot quota n'est pas politiquement correct. Et donc, je parle d'objectifs chiffrés des 40% des femmes scientifiques qui rentrent dans les universités. Ça nous permettra d'avoir les pipelines des talents qui peuvent après arriver au fameux COMEX, si cher à Caroline, dont je salue le travail, connue dans le monde entier et pas qu'au Canada. Elle rayonne partout. Donc, vraiment, elle a une notoriété, une capacité de faire avancer les choses qui est remarquable. Mais donc, pour que les femmes soient dans le board, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'elles soient dans ces pipelines. Et ce que je proposais au gouvernement français, mais je l'ai proposé aussi aux leaders du G7, dont Justin Trudeau, auquel j'écris, c'est que dans les boards et dans les COMEX, on prenne aussi un target d'un certain nombre de femmes qui viennent des STEM pour être sûr que des décisions stratégiques soient prises par ceux qui savent. Vous savez bien, mesdames, que nous, quand on parle chiffres, on ne nous écoute pas. Quand on parle des chiffres, on nous écoute. Quand on leur dit qu'on peut créer 240 millions d'emplois avec plus de gender equality, tout à coup, on s'intéresse à nous. Quand on leur dit que l'économie mondiale peut augmenter de 28 trilliards d'ici 2025 s'il y avait plus d'égalité dans l'économie, ça, on parle performance, ça intéresse tout le monde. Donc, c'est la même chose pour les boards et les COMEX. Si on avait plus de femmes qui viennent, qui ont cette compétence extrêmement précise et qui sont nouvelles, il y a 10 ans, ce n'était pas le même problème. De plus en plus, il y a une spécialisation. Donc, si on veut être là, parmi ces CEO qui vraiment changent le monde, et il n'y en a que 6% maintenant, et vous savez que ça n'augmente pas rapidement et pas autant qu'on voudrait, y compris dans des pays comme la France. Nous avons une seule femme patronne du CAC 40 en France, ce qui est un peu triste. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les préparer depuis qu'ils ont 5 ans et leur donner la garantie que quand ils ont 40, 45 ans, il y a une place qui les attend dans les boards, il y a une place qui les attend dans les COMEX et qu'il y a une place qui les attend tout au long de leur vie pour faire la carrière qui peut être utile, pas pour elles, mais pour le monde qui a besoin d'elles. Merci beaucoup, Chiara. Écoute, tu as donné tellement d'informations incroyablement utiles. On aurait presque fait le tour de la table ronde avec tout ce que tu nous as partagé. Alors, avant de donner la parole à Sabine, peut-être pour mettre un petit peu l'emphase vraiment sur le côté leadership politique, on reviendra tout à l'heure aussi sur le volet STEM, extrêmement important, l'importance d'avoir plus de femmes dans ces métiers de l'avenir et comment les y amener. Il faut quand même savoir que dans les métiers de cybersécurité, il y a 0% de taux de chômage, il y a un manque énorme, sachant que les entreprises aujourd'hui ont mis comme priorité numéro 1 toutes les questions de cybersécurité, surtout depuis la pandémie, puisque tout se passe en ligne. Les attaques sont multipliées de manière exponentielle. Et puis moi, j'en profite quand même pour vous dire très fièrement que j'ai une fille avocate qui s'est maintenant spécialisée en cybersécurité et qui en fait un métier qui va probablement la tenir occupée pour des décennies à venir. Donc, Caroline, tu veux des chiffres? 11% des femmes dans la cybersécurité dans le monde, 11%. Et ça ne bouge pas du tout. Et ça, c'est mondial. Voilà. Et permettez-moi de dire quelque chose, puisqu'on parle beaucoup de G7 et G20, je reviendrai. Ce n'est pas dans les pays du G7 ou du G20 où on est le plus forte. C'est dans des pays émergents. Donc, voilà, on doit donner l'exemple et on en est bien loin dans certains sujets. Mais tout à fait. D'ailleurs, justement, pour revenir au volet plus politique, en ce qui concerne les femmes au Parlement, le pays numéro 1 au monde, c'est le Rwanda. Le Canada est 50 et quelquième sur une liste de près de 200 pays. Donc, forcément, et puis, pour revenir à ce que tu disais, Chiara, tout à l'heure au sujet des quotas, je vous le donne en mille, comment est-ce que le Rwanda a réussi à atteindre ses objectifs? C'est qu'au sortir de la guerre civile, ils ont vraiment inclus dans la constitution du pays la notion d'égalité entre les femmes et les hommes, et c'est comme ça qu'ils ont atteint leurs objectifs. Et puis, si on regarde en France, avec la loi Copé-Zimmermann, qui exige un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration,
encore une fois, les objectifs ont été atteints. Au Canada, nous sommes à 45%. Dépassés. Les objectifs dépassés. Ont été et en 10 ans, ce qui est assez exceptionnel. Alors qu'au Canada, nous n'avons même pas la moitié de vos chiffres, tout simplement parce qu'on continue à nous servir la même rhétorique qui est « on ne trouve pas les femmes » ou « sont les femmes », ce qui est totalement absurde parce que quand on légifère, on trouve les femmes et quand on ne légifère pas, on trouve les excuses. Alors Sabine, j'aimerais vous donner la parole pour compléter sur la question du leadership politique. Déjà, je souhaiterais remercier le Toronto Global Forum ainsi que la Société économique de l'Ontario et le Bureau du Québec pour l'invitation. Je suis très ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui. Madame Chiara, merci beaucoup pour ces chiffres et cette belle perspective d'ensemble. Je vais rajouter quelques chiffres aussi de mon côté parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Les chiffres parlent beaucoup et permettent en tout cas de mettre en lumière certaines problématiques et barrières auxquelles les femmes font face, surtout quand on parle du leadership politique, mais je pense qu'il y a aussi des choses positives à annoncer, ou en tout cas à mentionner. Tout à l'heure, on parlait de la place du Canada au niveau de la participation des femmes en politique. Donc, en 2010, le Canada se classait au 50e rang mondial. Il est certain que les femmes n'occupant que 23% des sièges des assemblées législatives, fédérales, provinciales et territoriales, ce qui est encore peu. Un autre chiffre que je trouve très intéressant, c'est au niveau de la représentation des femmes au niveau des postes de responsabilité. On parle de 41,5% des femmes qui occupent des postes d'élus contre 58% pour les hommes. Donc, il y a quand même, l'écart commence à se resserrer doucement. Je suis quelqu'un de très optimiste, mais aussi réaliste, doucement. Mais on pourra parler de certains exemples qui prouvent que quelque part, il y a une certaine représentation et les femmes, le fait qu'elles soient plus présentes et qu'elles prennent leur place, permettent justement à donner de l'espoir aux jeunes filles et aux femmes en général. D'ailleurs, cette année, en 2020, on a pu voir des femmes émerger comme ça en politique et prendre des places très importantes. Je souhaite tout simplement rappeler, pas plus tard qu'il y a 2 semaines de ça, Anna-Marie Paul, la chef du Parti vert du Canada, a pris et en plus une femme racialisée et maintenant leader d'un des plus grands d'un parti au Canada, ce qui est une chose très importante, ce qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps. Leslie Lewis, également candidate aux dernières élections du chef du Parti conservateur du Canada, est devenue la première femme à se présenter à la direction du Parti conservateur fédéral. Donc aussi, une fois de plus, un exemple qui peut permettre de donner envie à d'autres. Et également, ce que je voulais souligner, c'était au niveau libéral, donc la parité qui a été notée lors de la dernière élection du chef de parti libéral de l'Ontario, avec 3 femmes, 3 hommes, dont une femme racialisée. Et je tiens à mentionner la portion racialisée parce qu'on parle souvent des femmes de manière générale, mais il y a aussi des femmes qui ne sont pas forcément mises en lumière. On n'est pas toutes au même piédestal et je pense que c'est important de parler de la diversité. Quand on parle des femmes, il faut parler des femmes dans toute la diversité et être le plus inclusif possible. Enfin, je pense que c'est aussi important de mentionner qu'en 2015, le gouvernement de Trudeau avait pour objectif d'être composé de 50% de femmes et d'hommes, une tendance qu'on ne retrouve pas forcément partout, mais au moins c'est un pas dans une bonne direction. Donc moi, je vois quand même des choses positives, mais qui doivent continuer sur un long terme. Moi, j'appelle ça souvent un momentum. On est dans un momentum où on laisse la place aux femmes, où les femmes, de toute façon, prennent leur place, s'affirment. Et d'ailleurs, je souhaitais mentionner par rapport au portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, donc le PCFE, nous allons lancer une campagne très prochainement, Be It, See It, excusez-moi de l'anglicisme, on va le traduire très bientôt. Et l'idée, c'est de pouvoir justement faire en sorte que les jeunes femmes, les filles en général, puissent voir tout simplement des femmes réussir et puissent par la suite devenir également ces chefs d'entreprise, ces politiciennes, ces députés et prendre leur place elles aussi, parce que je pense que c'est la génération future aussi qui a un rôle à jouer dans tout ça et on en parlera un petit peu plus tard au niveau de la jeunesse. Donc, je voulais parler du portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat très très rapidement parce que c'est un travail qu'on fait également pour pouvoir s'assurer que les femmes entrepreneurs puissent
prendre part et puis qu'elles fassent aussi partie de, quelque part, cet écosystème entrepreneurial. Et on a donc des rapports qui sont rédigés pour justement mettre en lumière ces chiffres, et ainsi que des outils pour pouvoir épauler ces femmes entrepreneurs et les connecter entre elles. Parce qu'il y a aussi cet enjeu, et encore plus avec la Covid, le fait qu'on soit assez séparés les uns des autres, il va falloir qu'on continue à pouvoir se connecter et faire en sorte d'échanger des bonnes pratiques pour pouvoir avancer ensemble, parce qu'il est certain que c'est qu'ensemble qu'on pourra changer tous ces stéréotypes et en tout cas donner une place beaucoup plus importante aux femmes, que ce soit dans des postes de responsabilité ou en politique. Merci beaucoup Sabine, et puis je vous remercie aussi d'avoir pris le temps justement de souligner l'importance de la différenciation entre les femmes blanches et les femmes de couleur ou racisées. Je pense que c'est essentiel de mettre une emphase là-dessus, parce que trop souvent, on a tendance à oublier les femmes et on ne réalise pas qu'on n'a pas pour autant vraiment une représentation pleine de la société. D'ailleurs, dans la certification parité de la gouvernance au féminin depuis 2019, c'est un élément que nous avons introduit pour nous assurer que lorsque les entreprises prennent ces mesures, font leur audit interne pour voir où elles en sont quant à l'écart entre les genres, elles mettent aussi un emphase particulier sur les femmes, peu importe leur origine religieuse, etc. Je pense que c'est vraiment important. Merci d'avoir souligné. Et puis, merci aussi pour toutes ces très riches statistiques sur la place de la femme en politique. Sans plus tarder, j'aimerais inviter Aurore à partager ses impressions par rapport à la manière dont nous pourrions favoriser la féminisation de ces métiers d'STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. C'est votre spécialité, alors nous aimerions vous entendre là-dessus. Merci Caroline. Merci déjà aux organisateurs, au Global Forum, Toronto Global Forum pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir représenter, on va dire, l'Afrique, et l'Afrique francophone surtout. Et concernant cette problématique, je dirais qu'à la base, je suis ingénieure informatique. J'ai, on va dire, un cursus académique assez scientifique avec un baccalauréat en mathématiques. Donc, je fais partie de ces jeunes filles qui ont eu une bonne éducation et la chance d'avoir des parents assez éveillés et je veux dire visionnaires, de voir il y a plus de 15 ans aujourd'hui qu'il fallait encourager les jeunes filles à poursuivre des filières scientifiques, alors qu'à l'époque, ils avaient l'opportunité de m'orienter vers des filières littéraires. Donc, aujourd'hui, je leur dis également merci pour cette orientation parce que ils n'auraient pas su que 15 ans après, ce que serait aujourd'hui l'opportunité de ces jeunes femmes dans le monde des STEM. Donc, je dirais, je ferai un état des lieux parce que je parlerai de l'Afrique et surtout du Cameroun qui est un autre environnement où, de manière globale dans le monde, il y a beaucoup d'émulation autour des STEM pour les femmes. Il y a beaucoup d'améliorations, de progrès, d'initiatives qui sont menées dans d'autres pays. Mais en Afrique et au Cameroun, ça reste encore timide. Malgré je veux dire, aujourd'hui, par exemple, on aura difficilement les statistiques comme vous les avez données dans d'autres pays, mais on y travaille parce que c'est l'un des focus. On s'est rendu compte que, évidemment, depuis plus de 10 ans, des actions sont menées, mais il y a très peu de chiffres aujourd'hui qui peuvent véritablement montrer quelle est la progression des femmes dans les STEM en Afrique. Bon, je pense que c'est notre prochain challenge avec notre incubateur de pouvoir véritablement mettre un accent sur les data parce que c'est très important de pouvoir justifier auprès du gouvernement qu'il y a une nécessité, qu'il y a un besoin et que c'est justement grâce aux données qu'on peut faire bouger les choses. Parce que sans données, on peut passer le temps à parler, mais si on n'a pas de données, on ne peut pas faire bouger les lignes. Donc, je mettrai un accent sur l'éducation et l'orientation qui est un véritable problème pour des jeunes filles. Parce que qui dit métier de STEM, ça reste des métiers techniques, ça reste des métiers où il faut commencer dès la base. Ça veut dire qu'il faut orienter des jeunes filles
les encourager à avoir de bonnes notes en mathématiques, à ne pas fuir les mathématiques, parce que pour arriver à l'informatique, il faut commencer par des filières scientifiques en mathématiques. Donc, on va remarquer qu'il y a beaucoup de jeunes filles, quand vous leur demandez qu'est-ce que tu aimerais faire demain, je vais être infirmière, je vais être coiffeuse, je vais être esthéticienne, mais très peu, parce qu'autour d'elles aussi, elles ont des modèles, des mamans, des grandes sœurs qui sont dans ces domaines. Il y a très peu de modèles de femmes. Je veux dire, aujourd'hui, quand une jeune fille de 5 ans voudrait se représenter, c'est à travers sa maman, ses grandes sœurs. Il y a très peu de modèles, en fait, familiales où on va trouver des femmes qui ont excellé dans ces domaines. Et l'éducation en elle-même, je mettrai l'accent, vous allez voir, en Afrique, peut-être dans d'autres pays aussi, quand on doit parler de jouets, de jeux ludiques, on va dire, on va acheter des jouets plus thème pour des garçons et on va acheter des jouets orientés poupées, féminins, cuisine. Il faut commencer dès la base. Ça veut dire que si aujourd'hui des parents à la maison doivent orienter leurs filles, c'est vraiment l'égalité. Mettre des jouets STEM pour tout le monde. On n'offre pas seulement des poupées aux jeunes filles. On peut offrir un robot à une jeune fille. On peut offrir un ordinateur à une jeune fille. Ça change la donne, ça change l'éducation et ça permet à la jeune fille qui a 5 ans de se voir autrement et de pouvoir se projeter parce que quand on vous parle de robotique à 5 ans, vous grandissez avec ça. Et quand vous arrivez en phase au secondaire, il faut faire un choix pour des filières scientifiques. Ça devient un déclic parce que vous avez entendu parler de robotique, d'ingénierie. C'est la raison pour laquelle j'ai également mis en place mon école de code au Cameroun parce que ayant travaillé plus de 3 ans, plus de 5 ans avec des femmes, ça veut dire un autre niveau où il fallait la reconversion professionnelle de celles qui n'avaient pas des aspects techniques. Je me suis rendu compte qu'il faut revenir à la base. Ça veut dire que celles qui ont besoin d'être prêtes pour 2030, pour les métiers de demain, ce sont celles qui ont 5 ans aujourd'hui, 10 ans, 12 ans. Donc, à travers nos activités, on fait beaucoup de talks aux parents. La COVID nous a permis aujourd'hui de pouvoir organiser des webinaires en ligne pour sensibiliser les parents justement sur la nécessité d'impliquer des jeunes filles dans les métiers STEM. Et on fait venir des rôles modèles. Des rôles modèles à travers le monde, d'autres jeunes filles qui ont réussi parce que physiquement, c'est pas possible. Dans un pays, vous pouvez en avoir très peu. Mais le fait d'avoir Internet aujourd'hui permet d'avoir des modèles à travers le monde, même des jeunes filles dans d'autres pays, en France, à 12 ans, qui ont créé des applications, les mettre en relation avec des jeunes filles en Afrique, ça crée le déclic pour elles. Elles vont se dire, ah, si à 12 ans, une fille comme moi peut créer une application, pourquoi pas moi, ça intéresse. Donc, c'est autant je dis, il y a la base, il y a l'éducation, il y a l'orientation, parce que quand on commence à travailler le mindset de la jeune fille, c'est très important. Vous allez voir aujourd'hui des filles qui ont peur de faire des mathématiques. Elles vont se dire, je travaille très mal en mathématiques, je ne me vois pas devenir scientifique. Mais c'est là que le parent doit intervenir pour travailler le mindset, parce qu'aujourd'hui, les filières scientifiques, c'est pas compliqué. Mais il faut travailler le mindset des jeunes filles pour qu'elles soient préparées à ces opportunités. Donc, c'est un peu ma contribution que je voulais apporter au niveau de l'éducation, mais également revenir certainement sur l'aspect des femmes entrepreneurs. Je ne sais pas si, Caroline, je peux continuer, si j'ai assez de temps pour cette partie où je reviendrai parler. Oui, on va arriver aux femmes entrepreneurs dans un instant. Juste pour clôturer sur la question des femmes en technologie et dans ces métiers d'avenir, je veux juste abonder dans votre sens, Aurore, qu'effectivement, l'éducation est commencée à la base. Donc, déjà à l'école, à la maison, arrêtez de dire aux petites filles que ce sont tel ou tel métier qui sont pour elles et tel ou tel autre métier qui ne sont pas pour elles, qui sont pour les garçons. Et il y a environ un an et demi, j'avais reçu en entrevue Randy Zuckerberg, qui était anciennement de Facebook, évidemment, et Ubisoft, à l'époque, avait offert plusieurs centaines de billets à des jeunes écolières pour qu'elles viennent écouter le parcours d'une femme entrepreneur dans le domaine de la haute technologie. Et elle a été exceptionnelle. Donc, cette fameuse Randy Zuckerberg, avec beaucoup d'humour, a encouragé les jeunes femmes, les jeunes filles
à se lancer dans ce domaine-là. Également, aux États-Unis, il y a les Girl Scouts of the USA, donc les filles scouts, qui sont un organisme immense de 1,2 milliard de dollars américains, une véritable institution aux États-Unis avec lesquelles d'ailleurs nous avons signé un partenariat historique à la gouvernance au féminin. Eh bien, les Girl Scouts, justement, travaillent sur… Bon, traditionnellement, on les connaît pour emmener les petites filles dans les bois, apprendre à faire un feu, apprendre à vivre dans la nature, vendre des cookies de porte à porte, etc. Mais il y a tout un programme qui a été mis sur pied de construction de robots et de toutes ces activités qui vont les amener à avoir un cheminement beaucoup plus scientifique. Et ça avait été sous l'égide de l'ancienne PDG des Girl Scouts, qui elle-même avait été anciennement une rocket scientist de la NASA. Donc, vraiment, il y a eu une superbe alliance entre le leadership des filles dans le domaine des STEM et leur avenir, et nous, à la gouvernance au féminin, qui travaillons pour que les entreprises soient prêtes à recevoir plus de jeunes filles préparées pour un avenir où les femmes auront leur place dans toutes les sphères. Mais Aurore, je vous laisse continuer effectivement sur le prochain thème qui était les femmes entrepreneurs, et puis Caroline, un petit peu des obstacles auxquels elles peuvent être confrontées. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose sur les femmes et les STEM? Oui, vas-y, Chiara, je t'en prie. J'aimerais également par la suite. Je voulais juste, Aurore, dire que vous n'êtes pas seule en Afrique, que votre problème est le même partout, que ce soit en Europe, dans les États-Unis, en Asie. Donc, vous n'êtes pas seule, et que le constat que vous faites et ce que vous faites est vraiment ce que vraiment nous paraît la meilleure des choses. Et je voulais vous dire qu'il y a aussi des expériences qui ont très bien réussi. Par exemple, notre ministre en France, puisqu'on est dans la francophonie, je donne des exemples francophone, notre ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, que vous connaissez, qui est une Rising Talent et Women's Forum, entre autres, à part être ministre de l'Industrie, a négocié avec les différentes boîtes internationales de jouets pour faire des jouets qui ne soient pas stéréotypés. Donc, bien sûr, avec l'ESA, l'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne où nous avons toute une série d'astronautes formidables, d'astrophysiciennes, etc. Nous avons aussi travaillé sur comme pas simplement habiller Barbie en astronaute, bien sûr, ça existe, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment la première chose, comme vous dites, changer les stéréotypes et changer les stéréotypes chez les parents et les enseignants et les médias et les entreprises dès que les enfants sont tout petits. Une autre chose que je voulais vous signaler, c'est qu'effectivement, ces programmes de coding, je vais vous raconter une petite anecdote. Nous avons une ONG française qui s'appelle Emma, avec Dipti Chand qui est à la tête, qui pendant le confinement a offert des cours gratuits de codage à la maison. D'habitude, dans ces cours, vous avez à peu près 10% des filles et 90% des garçons. Eh bien, à la maison, elles étaient 58% les filles, parce qu'elles n'avaient pas peur du jugement des autres. Et ils ont s'est pris au jeu. La troisième chose que je voulais dire, qu'il y a tous des programmes où justement les garçons adorent les jeux vidéo, les jeux de guerre, etc. Si on avait plus de jeux vidéo qui apprennent à soigner, qui apprennent à sauver les vies, qui apprennent à faire quelque chose de plus conforme à notre esprit de femme, on aurait beaucoup plus de filles qui, très jeunes, se mettraient aux jeux vidéo, qui sont une bonne façon d'apprendre. D'autre chose que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter quand ils ont 5 ans, 12 ans ou 30 ans. Et nous avons mis en place tout un programme en Europe qui s'appelle STEMkey, avec des STEM Sisters qui font comme vous, Hortense, pardon, Aurore, non, magnifique d'ailleurs, qui font comme vous, c'est-à-dire qui disent, voilà, nous on a réussi, on a échoué, mais on est prêt à dialoguer avec vous et vous donner les codes de succès, vous donner comment ça fonctionne, vous dire comment il faut faire. Et on a aussi toute une série d'influenceurs avec Spotify, avec YouTube, qui parlent le langage, qu'elles comprennent et qui sont beaucoup plus crédibles que nous. Alors, je voulais vous dire aussi qu'il y a pour moi quelque chose d'hyper important dans le marché du travail, c'est quand les femmes ont 40 et 50 ans. Et ça, je sais qu'en Afrique, c'est un vrai problème. Souvent, elles se sont arrêtées, en Afrique comme partout dans le monde d'ailleurs, c'est toujours le même problème. On s'arrête de travailler, on s'occupe de la famille, on revient sur le marché du travail et comme par hasard, on n'a plus les compétences pour. Et le numérique, les technologies peuvent être une façon de skill, reskill, co-skill qui nous donne une deuxième vie et des opportunités formidables de refaire
notre vie et notre carrière. Et ça, il y a des associations qui sont mises d'accord. Par exemple, en France, il y a Simplon qui s'est mis d'accord avec des grands groupes. Moi, je suis marraine de Simplon et j'en suis très fière. Elle forme des femmes qui ont 40, 50 ans et qui n'avaient plus de chance sur le métier de travail. Elles étaient hors du système. Et elle s'est mis d'accord pour les entreprises, des grands groupes qui, comme Ubisoft ou d'autres, pouvaient dire, moi, je m'engage cette année à embaucher 100 femmes. Et puisqu'on sait que ces 100 femmes apporteront cette fameuse diversité, cette fameuse différenciation qui apporte performance, innovation, créativité dans les boîtes, c'est un avantage double. Et je vous incite très, très fortement d'aller voir leur site. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a un deuxième exemple que je vais vous donner parce que vous savez que l'argent est le nerf de la guerre. Nous, dans toutes nos recommandations, on ne demande pas des financements spécifiques pour les femmes. On considère que nous ne sommes pas des gens qui avons besoin de mendier. Nous considérons que nous apportons une valeur ajoutée à la société et à l'économie. Par contre, on peut flécher l'argent. Par exemple, en Italie, il y a un programme qui s'appelle « Apprendre à coder sous les étoiles » qui dépend de l'éducation nationale et c'est pour des filles de 12 à 15 ans, apprendre à coder. Eh bien, les écoles ne reçoivent des financements s'il y a pas au moins 60% des filles. Je peux vous dire que les proviseurs prennent leur téléphone et appellent les parents pour leur dire il y a une opportunité. Donc, c'est un petit clin d'œil, mais quand il y a des financements à la clé, quand on flèche comment les entreprises, les États et les autorités locales comme le Québec ou Toronto peuvent inciter la création d'entreprises ou autres, c'est très important de voir comment on flèche l'argent. Oui, c'est un très bon point, Cara. Et puis, on réalise que très souvent, justement, quand on fait un parallèle entre un objectif et une rémunération ou une subvention et autres, tout d'un coup, on arrive à trouver les solutions, on trouve les filles, on trouve les femmes. Et de la même manière, nous, on recommande toujours que dans les entreprises, lorsqu'on met des objectifs de parité à atteindre dans un département, dans un secteur, dans une entreprise, que la rémunération de la personne qui est responsable de ce département-là soit en lien. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas recevoir un plein bonus si elle n'a pas atteint tous ses objectifs. Et si un de ses objectifs, c'est également d'avoir des femmes ou des femmes racisées ou peu importe quel est l'objectif qu'on se fixe, il doit être atteint aussi pour le bonus, pour la rémunération du haut dirigeant. Je peux vous dire que tout d'un coup, ça change tout. Sabine, à vous la parole. Oui, je voulais juste rajouter une petite chose parce qu'on parle de rémunération et pour faire peut-être le pont sur ce point, c'est important aussi de mentionner qu'il y a un écart salarial qui est important quand même entre les femmes et les hommes dans justement l'industrie STEM, un écart entre 4 et 25% en fonction des industries selon le Conference Board of Canada. Et je veux que les femmes et les jeunes filles ne se découragent pas par ces chiffres parce que c'est bien beau de faire en sorte de changer le stéréotype, mais à la fin de la journée, les femmes ont aussi envie d'avoir le même salaire qu'un homme pour le même travail. Et ça, c'est important de le mentionner parce que ça peut être aussi un frein pour elles de se dire bon, pourquoi aller dans cette industrie alors que je peux gagner beaucoup plus d'argent ailleurs. Pourquoi je vais devoir passer par parce que c'est aussi beaucoup d'obstacles. Le fait de ne pas encore avoir cette reconnaissance des femmes dans certains milieux. Donc, en plus, à l'ajout de l'écart salarial, ça peut être beaucoup pour une femme qui décide de se lancer ou lancer sa carrière dans les STEM. Donc, je les encourage, ne vous découragez surtout pas. Et c'est avec beaucoup plus de représentation, comme on l'a dit tout à l'heure, que les femmes, les jeunes filles, surtout les futures générations, vont pouvoir percer. Et puis, bien sûr, on l'espère, réduire considérablement cet écart qui est aujourd'hui juste ridicule, très sincèrement ridicule. Oui, effectivement, bien que l'écart salarial se retrouve dans pas mal toutes les industries, malheureusement, certaines industries, c'est encore plus creusé que d'autres. Je réalise qu'il est déjà midi moins 10, c'est incroyable. Je pense que nous n'avons même pas fait la moitié des questions que nous avons parce que vous avez tellement de matière, toutes et chacune à partager. Et je pense que nous attendons également des questions du public. Mais très rapidement, si vous voulez toucher sur la question des femmes entrepreneurs, Aurore, je pense que vous vouliez vous lancer là-dessus il y a quelques instants sur comment on peut soutenir les femmes entrepreneurs et comment est-ce qu'elles peuvent surmonter ces principaux obstacles qu'elles peuvent rencontrer lorsqu'elles veulent entreprendre. D'accord, merci bien. Juste avant de passer, juste pour revenir sur le cas de Sabine, sur ce qu'elle a dit, je peux vous dire que je fais partie de ces femmes qui ont vécu ce complexe entre le salaire d'un homme et une femme dans les STEM.
C'était ma première expérience professionnelle, mais je pense que c'était mauvais, mais c'était un déclic qui m'a permis aujourd'hui d'être persévérante parce que je voulais leur montrer que j'étais compétente dans ce domaine et qu'ils n'avaient pas le droit de me payer moins que les autres. Et c'est ce qui m'a poussée dans l'entrepreneuriat. Donc, ça peut être une force comme une faiblesse. Ça dépend de comment on prend la chose pour aller de l'avant. Bon, pour revenir dans les femmes dans le secteur de l'entrepreneuriat, qui est principalement mon domaine et où j'excelle et qui me passionne depuis plus de 5 ans, je dirais que le challenge est énorme, mais je pense que l'entrepreneuriat dans les STEM aujourd'hui représente en fait une véritable opportunité d'emmener encore plus de femmes que dans l'enfance ou dans les métiers techniques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la création d'entreprises ne dépend pas forcément des capacités techniques d'une femme, comme dans d'autres domaines de la cybersécurité, du développement web pour travailler dans les métiers. Aujourd'hui, on peut être une femme dans n'importe quel domaine et créer une entreprise dans la technologie, dans les STEM. Ça s'est prouvé. Et aujourd'hui, je pense que les femmes sont en train de manquer ce train parce qu'il y a tellement de financement, tellement de compétitions qui sont lancées et à chaque fois, on ne retrouve pas les femmes. Voyez-vous, on est en train de les rater sur tous les points. On les rate sur des métiers déjà techniques, mais même sur le plan de l'entrepreneuriat, on est en train de les rater. Et c'est là où je pense que de plus en plus de programmes, par exemple, nous, avec l'incubateur African 8, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup qui ont des idées, mais elles hésitent. Elles ne vont pas dans les compétitions, elles vont dire non, mon idée n'est pas bonne et tout. Qu'est-ce qu'on fait? C'est presque comme une obligation, en fait. Quand tu es membre de mon organisation, tu es obligé de participer aux compétitions. Quand il y a moi, je fais beaucoup de veille. On a mis une structure de veille sur les opportunités, les concours et tout, les bootcamps. Quand on a une opportunité qui correspond au domaine d'un membre, on te fait un coaching. Nous qui avons plus d'expérience, on te fait un coaching pour que tu participes. Et aujourd'hui, on a beaucoup de nos membres qui ont réussi à lever des fonds grâce au concours. Nous, par exemple, on a participé en groupe à hackathon qui a été organisé en zone CEMAC avec plus de 6 pays en Afrique en zone CEMAC. Et notre organisation était constituée de 10 femmes et on a gagné le premier prix avec une idée de projet dans l'agrotech. Et c'était des filles qui ne sont pas du domaine technique, juste parce que 2 ou 3 d'entre nous ont décidé de participer à cette compétition. Et aujourd'hui, c'est une idée de projet d'entreprise qui a été créée, que d'autres femmes maintenant peuvent se greffer pour la développer. C'est vraiment un travail de fond, mais il faut des leaders, il faut des programmes qui encouragent, parce que les opportunités sont là. Mais elles vont vous dire, il y a le mindset qu'il faut travailler, il faut les pousser, il faut vraiment les pousser pour qu'elles sortent de leur zone de confort. Sinon, on va perdre ces opportunités et au niveau de l'égalité, on va encore rater. On sera encore là dans 10 ans en train de trouver des stratégies pour amener les femmes, alors qu'aujourd'hui, vous avez vu avec l'exemple de la COVID, on a eu tellement de compétitions de financement et on sait comment c'est difficile pour les femmes en termes de financement bancaire, d'avoir du financement, surtout en Afrique, parce qu'il faut avoir des titres fonciers, il faut posséder certains biens que les femmes n'ont pas aujourd'hui. Et des compétitions, ce n'est pas forcément la finalité. Moi, je veux dire, ce sont des compétitions aujourd'hui qui m'ont permis de pouvoir lancer mes startups et d'avancer. Je n'ai pas besoin d'un financement de la banque, mais j'ai compris où sont les opportunités et je vais les saisir parce que je pense que mes idées en valent la peine. Et aujourd'hui, il y a tellement et même les compétitions tiennent compte de cette parité. Quand on voit plus de femmes, même si l'idée n'est pas géniale, mais juste pour la représentativité, on va les choisir. Donc, c'est ce travail qu'on essaie de faire à travers notre Tech Hub, de vraiment les préparer. Et avec notre ministère, le gouvernement au Cameroun, on organise chaque année le Festival de la femme numérique où on prend même les femmes comme Chiara a dit de plus de 40 ans. Elles sont souvent plus de 400 qui sont réunies. Et ce sont toujours des femmes de plus de 40 ans qui sont à la quête de la reconversion professionnelle, qui ont besoin du numérique, qui ont compris l'enjeu du numérique aujourd'hui et qui ont besoin justement de formation pour pouvoir se relancer. Voilà un peu ce que je peux partager comme expérience. Oui, donc finalement, tout le volet de la confiance en soi, de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques qui n'est pas typiquement féminin. On a ce fameux syndrome de l'imposteur qui prend beaucoup
place et qui ralentit beaucoup de femmes. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez pour soutenir, finalement, si vous pouvez être là pour soutenir ces femmes et les encadrer, les amener vers ces concours-là, c'est extraordinaire. Par contre, évidemment, le volet du financement reste compliqué ici au Canada également. Les hommes reçoivent beaucoup plus de financement que les femmes. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas si vous voulez commenter là-dessus, Sabine. Je voudrais dire un mot là-dessus. Je vous ai dit qu'on s'est spécialisé au Women's Forum sur comment sensibiliser les grands de la planète et ceux qui ont des responsabilités collectives, donc G7 et G20. Alors, je voulais vous dire que et au G7 et au G20, l'accès au capital en ces post-Covid a été au centre. Et surtout, tout ce qui est appel d'offres publics et privés. Vous connaissez les chiffres, il y a 224 millions de femmes qui sont propriétaires de leur entreprise dans le monde. Et vous savez à combien d'argent ils ont accès? À moins de 1% d'appel d'offres publics et privés. Je dis bien 1%. Et ce n'est pas que la faute des hommes. C'est-à-dire que vous parliez des manques de confiance. On n'y va pas forcément, on se dit cet appel d'offres ne me concerne pas, je ne connais pas les codes, etc. Et ça, c'est un problème extrêmement politique, extrêmement économique, parce que vous imaginez qu'est-ce que ça entraîne en injustice et en accès de capital. Je rappelle par ailleurs que dans les startups, il n'y a que 2% du venture capital mondial qui va aux femmes. Donc, vous voyez les masses d'argent auxquelles on n'accède pas, aussi pour notre faute, dans certains cas. Alors, c'est quelque chose qu'on a vraiment écrit de façon très forte au chef d'État et du gouvernement, d'utiliser les appels d'offres comme un levier de promotion économique des femmes, de répartition plus juste des femmes. Et l'autre chose qu'on a demandé, et ça c'est assez révolutionnaire, je pense que c'est assez nouveau, c'est de dire comment faire en sorte que les femmes fassent partie, notamment dans l'administration, fassent partie de ceux qui décident comment on attribue les différents appels d'offres. C'est-à-dire que si vous aviez moins d'appels d'offres dans la défense et moins dans les infrastructures et plus dans les services, l'éducation et la santé, vous aurez automatiquement plus de femmes qui pourraient y accéder. Deuxième point extrêmement important, les privés peuvent donner l'exemple. Nous avons dans notre Daring Circle Business toute une série de groupes qui ont pris sur ça pour accélérer la diversity dans la supply chain en mettant en place un modèle qu'on appelle la maturity model pour avoir des espèces de guidelines pour être sûr d'y arriver. Ce n'est pas facile, mais vous avez par exemple le P&G qui touche 5 milliards de personnes, qui est très en avant là-dessus, qui travaille. Nous avons Publicis qui travaille, mais qui travaille de façon très volontariste en engageant aussi des équipes plus mixtes et plus diverses et pas simplement les habituels. Et ça, si vous voulez, c'est lié aussi avec l'intelligence artificielle parce que vous savez que les appels d'offres aussi dépendent de l'intelligence artificielle. Et on revient au problème de tout à l'heure. Si vous avez que 22% des femmes qui sont actives dans la création de ces algorithmes, forcément, vous laissez aux hommes décider ce qui va être notre vie demain et permettez-moi de dire, de créer un monde qui est dangereux. Donc là aussi, il y a un travail que nous avons porté à la connaissance de chefs d'État et des gouvernements et qui est extrêmement volontariste, surtout de la part des grands groupes, c'est-à-dire faire en sorte qu'on crée des algorithmes non biaisés. Vous me direz, c'est extrêmement difficile. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tout à l'heure, nous parlions de diversité. Il ne s'agit pas que de mettre des femmes derrière les algorithmes, mais on parle bien de diversité, des cultures, des religions, de races, des façons de penser, parce que sinon, on sclérose les résultats. Et là, dans notre groupe de travail sur l'intelligence artificielle, piloté pour Microsoft, nous avons lancé cette comment on peut dire, cette ambition très forte. Ces groupes sont en train de travailler in-home sur comment faire des algorithmes les moins biaisés possibles. Et donc, il y a toute une série de grands groupes, dont des banques comme BNP, par exemple. Vous imaginez, ça fait boule de neige. Et puis, les autres devront suivre. Et ce qu'on a demandé une fois de plus aux chefs d'État et des gouvernements, c'est de créer un environnement favorable et de récompenser des groupes qui font une AI inclusive, humaine et le moins stéréotypé possible. C'est-à-dire de leur donner des incentives, leur enlever des taxes, donner un crédit impôt, de façon qu'elles soient, voilà, incentivées. Et puis, bien entendu, dernière chose, bien entendu que dans les appels d'offres, on tient compte des entreprises qui soient le plus gender equal possible au niveau du management, mais au niveau de toute la filière. Et donc, de tenir compte dans les critères, pas simplement le prix, pas simplement la qualité, mais aussi l'engagement RSE de chacun des groupes. Et je vous assure, je vous invite à lire ces recommandations. Elles sont très concrètes, très applicables. Et j'espère que les chefs d'État et les gouvernements les écouteront. Et la dernière chose, je voulais dire que tout ça ne peut se faire que si on ne crée pas un environnement, un équilibre vie-travail. On a tous vu le burn-out
des femmes qui ne sont pas plus fragiles, elles sont juste multitask, nous ne pouvons pas tout faire, même si nous sommes formidables. Et donc, il y a un moment où il faut qu'on crée cet équilibre entre vie professionnelle et vie. Et le président Macron nous a écoutés. Il a doublé les congés paternité et je vous invite vraiment au Canada. Vous êtes très avancés là-dessus. Je sais que vous y pensez beaucoup. C'est extrêmement important qu'un père puisse profiter de leur fille. Au Canada. Non, mais je sais. La paternité, on a ça depuis longtemps. Je sais, mais la paternité au Québec, c'est 1 an. Donc, on est probablement un des premiers pays au monde. Je sais, mais là, c'est obligatoire et c'est financé. C'est obligatoire et financé. Nous aussi, pour la paternité, c'est financé également, mais ce n'est pas obligatoire. Mais, voilà, donc c'est une façon de nous aider à pouvoir tout jongler. Bravo, merci infiniment, Chiara, pour toutes ces informations extrêmement riches. En fait, j'ai hâte de réécouter l'enregistrement de tout ce qui s'est dit aujourd'hui parce qu'il y a tellement de matière qu'on a partagé, mais il est déjà midi, donc on s'en va vers malheureusement la fin de notre discussion. Je pense que ça a été très riche. Je pense que les perspectives de femmes, bon, Sabine et moi qui sommes au Canada, Aurore en Afrique, Chiara qui est en Europe, je pense que ça a été une riche idée que de nous réunir autour de cette table. Un plaisir de vous rencontrer tous deux, Aurore et Sabine. Toujours une joie de te retrouver, ma chère Chiara. Je vous invite également les 12 et 13 novembre prochains, nous tenons à la gouvernance au féminin un sommet mondial de la parité pour souligner les 10 ans déjà de l'organisation. Alors, je vous invite à aller sur lagouvernanceauféminin.org pour obtenir toutes les informations et notamment le 12 au soir, c'est la diffusion du film Woman. Chiara, tu sais que c'était justement au Women's Forum que j'avais... Dont nous sommes partenaires. Il y a je ne sais pas combien de femmes, je crois que c'est 30% des femmes qui sont de Women qui ont été filmées chez nous, dont toi. Et c'est vrai que nous sommes grands partenaires de ce film. Allez le voir, il est incroyable. Ça vous prend au trip. C'est 2000 femmes qui ont été interviewées dans 50 pays. Yann Arthus Bertrand et Anastasia Mikova ont fait un travail exceptionnel. Alors, on fait maintenant, toutes les salles de cinéma sont fermées, en tout cas au Québec, je ne sais pas dans le reste du Canada. Donc, c'est une superbe façon de pouvoir tous voir le film ensemble, le fameux jeudi soir. Et puis, on aura... Yann Arthus Bertrand avec nous, ainsi que Norma Bastidas, qui est une des femmes exceptionnelles dans ce film. Anastasia Mikova, je ne sais pas, elle vient d'avoir un bébé. Et dernier point au sujet de ton commentaire, Chiara, par rapport à l'équilibre vie professionnelle et vie familiale, il semblerait qu'à ce jour, on continue, nous les femmes, à faire 2 à 3 fois le nombre d'heures en ce qui concerne les enfants, la maison, etc. Et puis, j'ai lu dans un article de Fortune que finalement, la nouvelle génération de papas sont beaucoup plus impliqués auprès de leurs enfants, mais l'article conclut « But they're still not making the dishes ». Ils ne font toujours pas la vaisselle. Alors là, il va falloir qu'on travaille sur nos maris pour que ça devienne chose évidente. Alors, Caroline, je n'ai pas eu le temps d'intervenir concernant justement l'état quelque part de l'entrepreneuriat au féminin et je voulais juste mentionner qu'on a récemment lancé un rapport, ou en tout cas sorti un rapport sur le sujet et qui est très important avec des chiffres. Donc, je n'ai pas pu les mentionner tout à l'heure. Je serais très contente de pouvoir vous les partager. Je ne sais pas de quelle manière, peut-être l'envoyer à Fatima, mais ou visiter notre site internet, le wec.ca, parce que ça aussi, c'est une source d'information. Et je pense que c'est important de laisser les auditeurs et les participants aujourd'hui avec des outils qui puissent aller voir très clairement ce qui se passe dans l'écosystème canadien aussi. Génial. Et donc, Sabine Weck, donc, c'est wekh.ca. wekh.ca. Merveilleux. Yes. Alors, sans plus tarder, je vous remercie toutes les trois du fond du cœur. Je remercie évidemment les organisateurs et le bureau du Québec à Toronto qui m'a invité ici aujourd'hui. Et je redonne la parole à Fatima qui va conclure. Merci à toutes. Merci beaucoup, Caroline. Merci d'avoir modéré avec brio ce beau panel et également pour toutes les choses que vous avez partagées. Votre regard d'expert est vraiment très, très, très intéressant. Exactement comme vous, j'ai hâte de revoir, dès que ce sera publié, l'entièreté du panel parce qu'il y a tellement d'informations qui ont été partagées
une pertinence d'analyse et de recommandation qui me donne envie de recréer un événement juste pour vous et qui soit plus long pour qu'on ait le temps d'absolument explorer tous les champs. Donc, surtout, donc merci beaucoup. Merci Caroline et merci à toutes les panélistes. Merci pour votre expertise et votre temps. Donc, restez avec nous. On va tout de suite partager une petite vidéo sur les opportunités, le projet, le beau travail que fait Future Skills, qui est une organisation que Sabine connaît très bien. Et on se rejoint pour le sommet de la francophonie pour la deuxième étape qui va commencer à 12h30 sur innover, se réinventer, des beaux projets qui sont nés dans ces moments de défis que nous vivons, des beaux projets, des belles pratiques à partager. Donc, restez avec nous tout de suite pour la vidéo. Merci, bon appétit et à tout à l'heure.